Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer. Déjà, je me présente. Donc, je m'appelle Justine. Je suis en charge de tout ce qui est communication, marketing chez Toutis. On va voir différents points. Donc, je vous redis le programme. Donc, pourquoi réfléchir individuellement et collectivement sur notre pratique professionnelle? Quelques exemples de situations particulières où la réflexivité sur la pratique est vraiment bénéfique. Donc, comment faire cela? Quels sont les avantages de l'utilisation d'une application numérique dans ce domaine? Et comment découvrir et tester l'application Toutis tout en réfléchissant à ces questions. Puis après, on aura un temps de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas déjà à les poser au fur et à mesure dans le chat. Et puis à la fin, on aura 15 petites minutes pour voir ça ensemble. Et puis pour répondre à vos différentes questions. Donc Stéphane, je te laisse peut-être commencer. Donc pour commencer, je commence maintenant. La question c'est pourquoi réfléchir individuellement et collectivement sur notre pratique professionnelle. Donc réfléchir sur sa pratique, c'est vraiment réfléchir sur son métier, sur ce que l'on fait dans le cadre professionnel. Et à quoi ça sert finalement? D'abord parce qu'on est des humains, donc on aime bien réfléchir, on n'aime pas forcément travailler comme des robots, donc c'est ce qui fait la vie finalement. Et de façon plus détaillée, il y a différents domaines où la réflexion collective et individuelle vont jouer beaucoup. Alors, le premier domaine, c'est sur le développement continu des compétences. C'est-à-dire que pour développer ces compétences, il nous faut réfléchir au métier. Et c'est en réfléchissant à nos actes professionnels qu'on va développer les compétences. C'est l'un des moyens les plus efficients de développer ces compétences. Il y a une matrice de l'apprentissage, une pyramide de l'apprentissage qui court sur Internet, que vous avez parfois vu, et qui explique que quand on écoute un cours magistral, par exemple, on va retenir très très peu de ce qui est dit. Par contre, quand on réfléchit et qu'on discute de ce que l'on apprend, c'est là qu'on a la meilleure rétention de l'information. Donc c'est pour cela que individuellement et collectivement à sa pratique permet de développer en fait en continu ses compétences. Bon, il y a l'amélioration de la pratique bien sûr, c'est-à-dire que quand on pratique son métier, eh bien on est toujours finalement de réfléchir aux moyens de l'améliorer, et pour améliorer cette pratique, il faut l'apprendre et réfléchir, soit individuellement, soit collectivement, sur la pratique, sur ce qui fait notre métier pour tenter de l'améliorer, pour éviter les risques d'erreur, etc. Un point important, c'est le sens et la valeur du travail. On parle beaucoup en ce moment, on commence à parler des enjeux liés au sens du travail, au sens de ce que l'on fait, et on se rend compte que finalement, il y a un lien entre la fidélité, la loyauté, la productivité même de ce que l'on fait, dès lors qu'on trouve du sens à ce que l'on fait. Donc il est très important de trouver du sens à ce que l'on fait, et pour trouver du sens, eh bien, il faut y réfléchir. C'est-à-dire que le seul moyen, au fond, de comprendre le sens de ce que l'on fait, c'est d'intérioriser ce que l'on fait, et du coup de réfléchir, de discuter avec ses pairs et de se questionner sur ce que l'on fait tout au long de la journée, quand on est dans un bureau, etc. L'autre point, c'est l'intelligence collective. Développer l'intelligence collective. Donc, quand on réfléchit collectivement, bon, ça, maintenant, on commence à bien comprendre l'intérêt de l'intelligence collective, ce que ça amène. Vous avez sans doute des ateliers de design thinking où on va demander à des gens en 5 minutes de donner plein d'idées, et ensuite on va donner à nouveau 5 minutes pour trier ces idées, etc. Donc tout ça, on se rend compte en fait qu'il y a plein d'idées dans la nature autour de soi qu'on n'a pas, et que donc pour pouvoir bénéficier de l'intelligence de tous, il faut mettre en place des dispositifs qui le permettent. Le soutien de ses pairs est un autre aspect important de la réflexion collective et individuelle. C'est-à-dire qu'on finalement, dans ce métier, on est parfois isolé dans sa pratique, on est parfois seul face à des difficultés, on peut être seul face à des erreurs qu'on a pu faire, etc. Et il est important
de se rendre compte que finalement d'autres ont vécu les mêmes difficultés, ont les mêmes interrogations par rapport à ce qu'ils vivent, et qui expérimentent la même chose que nous, et bien finalement quelque part ça nous permet de baisser un peu la pression qu'on ressent, et d'où l'importance de multiplier en fait et de proposer des dispositifs qui permettent d'orchestrer en fait le soutien de ces pairs. Et ça participe, ce soutien de ses pairs, à l'amélioration de la QVT, de la qualité de vie au travail, parce que finalement, cette qualité de vie au travail dépend aussi de la façon dont on va être serein ou à l'aise face au métier que l'on exerce, qui est plus ou moins difficile, qui peut être simple à certains moments, plus compliqué à d'autres. Et du coup, c'est important de partager ça et d'avoir le soutien en fait de nos collègues et de nos pairs. La mise en évidence des problèmes rencontrés par les équipes, comment se rendre compte en fait des difficultés d'une organisation, des difficultés d'une équipe, si on ne se parle pas. Et il ne s'agit pas ici simplement de se parler, mais il s'agit aussi de comprendre un peu plus en profondeur ce qui se passe. Et donc le seul moyen de le comprendre, c'est à nouveau d'engager une réflexion commune dans l'équipe, dans l'organisation, dans la structure. Alors, j'essaie de passer au… Voilà. Donc, quelques exemples de situations où la réflexivité sur la pratique est vraiment bénéfique. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner différents exemples dans la vie professionnelle où il est parfois intéressant de réfléchir, de se donner, de se poser, de prendre un peu de temps pour réfléchir à la position dans laquelle on est, à la position dans laquelle se trouve l'équipe dans laquelle on est partie prenante et comment ça se passe. Donc typiquement, par exemple, la prise de poste, la nouvelle fonction, donc on a tous dans nos carrières été confrontés de soit prendre un nouveau poste, soit on a été muté, on s'est retrouvé ailleurs avec des nouveaux collègues, des nouvelles missions, des nouvelles fonctions, et on est à ce moment-là un peu hors de notre zone de confort. Donc le côté sympathique là-dedans, c'est que finalement c'est bien, c'est ça la vie, c'est de se retrouver un peu au dehors du ronron quotidien, mais c'est aussi une période où c'est pas forcément facile, où on peut avoir peur, où on se demande si on est légitime au poste où l'on se trouve, et du coup il est important de réfléchir et de réfléchir à d'autres dans ce type de concept. Un autre point qu'on peut rencontrer, et c'est encore plus vrai maintenant que le télétravail se généralise, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des organisations relativement importantes. Ça peut être par exemple un GHT avec 3, 4, 5 établissements. On va avoir une certaine partie de notre temps qui va être dédié au télétravail, et du coup on se retrouve dans une situation où on est isolé, on peut être éloigné de ses pairs et avoir peu de temps finalement pour réfléchir avec eux. Je dirais que c'est probablement une des caractéristiques de notre époque où on va, d'une part, pour des soucis de productivité, on va dire, par exemple, quand on met une réunion, on définit un agenda et on se colle à cet agenda. Donc, il n'est pas question de partir en dehors de l'agenda parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est un télétravail, c'est-à-dire que quand on organise des réunions Zoom, alors là, le temps, il est vraiment calibré, on décline un agenda et tout le monde part chacun de son… On n'a plus le temps vraiment de réfléchir à des questions qui n'étaient pas forcément des questions prévues à l'avance. Et du coup, il est important de réfléchir à quels pourraient être les moyens de retrouver en fait cette capacité que nous avions peut-être en buvant un café à la machine à café. La formation, typiquement, donc là, c'est un espace, quand c'est en présentiel, c'est beaucoup plus facile, mais c'est un espace dédié, que ce soit en distanciel ou en présentiel, où là, pour le coup, on a un peu de temps sur un domaine particulier, qui est la thématique de la formation qu'on est en train de suivre. Et du coup, c'est intéressant, parallèlement à cette thématique, de repositionner la formation dans sa pratique quotidienne. Et du coup, d'ancrer qu'on est en train d'apprendre sur ce qu'on est en train de vivre et comment ce qu'on apprend va se traduire en fait dans sa pratique quotidienne. Si on voulait même être plus royaliste que le roi, on pourrait par exemple se dire
dire, bah, tiens, je vais, à l'issue de la formation, je vais faire évaluer ma pratique de telle et telle façon et je vais du coup me demander comment je vais mesurer cette évolution de ma pratique. Ça encore, c'est une réflexion et elle sera d'autant plus riche qu'on partage cette réflexion avec nos pairs. Un autre exemple, par exemple, c'est quand on va en stage, des étudiants qui sont en stage, bah, typiquement, ils sont plongés dans un nouvel univers qu'ils ne connaissent pas. Ça pourrait être très, très intéressant pour eux d'avoir du temps, d'avoir la possibilité non seulement de réfléchir avec les tuteurs de avec ceux qui les entourent dans l'entreprise, mais également avec leurs collègues étudiants qui sont en formation et en stage par ailleurs, avec leurs professeurs, de façon à, pourquoi pas, créer un groupe collectif autour de tous les gens qui sont en stage et partager ensemble toutes les situations professionnelles qu'on vit, parce que les situations professionnelles, ce n'est pas seulement des pratiques métiers, mais c'est aussi apprendre à vivre en collectivité professionnelle. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très loin de ce qui a pu être écrit dans le cadre des formations qu'on a pu suivre. La FEST, la VAE, ça, ce sont des dispositifs, on connaît bien la VAE, l'idée qu'en explicitant, en décrivant une situation professionnelle en lien avec une compétence qu'on cherche à acquérir, ce travail d'explicitation, ce travail de description permet justement de s'approprier la compétence visée. Et c'est tout l'enjeu en fait qu'il y a autour de la VAE, d'institutionnaliser justement la description d'une situation pour engager la réflexion. La FEST va, dans le dispositif qui est décrit jusque dans la loi, va définir des phases réflexives, c'est-à-dire qu'on va, dans le cadre de la FEST, insister sur le fait que la personne qui est en situation d'AFEST doit prendre du temps pour réfléchir au sens de son métier, au sens de ce qu'on le fait. Un autre enjeu, un autre lieu est probablement aussi le projet, la maîtrise d'ouvrage, je dirais la partie maîtrise d'ouvrage d'un projet. Donc on lance un projet dans une structure, dans une organisation, et ce projet, s'il est ambitieux, est forcément structurant. Et s'il est structurant, eh bien ça signifie que les gens vont changer leur mission va changer. Les tâches qu'ils effectuaient, les objectifs qu'ils avaient vont changer et ce changement est d'autant plus important que le projet est ambitieux. Mais du coup, tous les gens impactés par le projet sont à nouveau hors de leur zone de confort et ont besoin de réfléchir et probablement aussi d'harmoniser leurs pratiques. C'est-à-dire que quand on est face à un projet que l'on déploie, eh bien chacun impacté par ce projet, on a une vision qui est propre aux objectifs de ce projet, qui est propre à nous. Et du coup, il est important de s'assurer que, eh bien, on est bien dans les clous et qu'on partage en fait la vision du projet avec les membres de l'équipe. C'est ce qui va permettre d'harmoniser et de poursuivre en fait le but de l'entreprise. Bon, évidemment, la recherche d'amélioration dans l'entreprise est un des enjeux majeurs et du coup, on se souvient par exemple des boîtes à questions où on proposait à tous les collaborateurs de glisser là-dedans des questions ou des améliorations de façon anonyme et on voit bien qu'une organisation est sans cesse à la recherche en fait des idées et de ce que peut lui apporter ses collaborateurs. D'où la nécessité à nouveau dans ce cadre-là de faciliter la réflexion de chacun. La RSE, on en parle beaucoup, dans la dimension sociétale de la RSE, on a par exemple récemment défini, à l'occasion d'un accord national interprofessionnel, la nécessité d'instituer des espaces de discussion. Leur vocation est de réfléchir au métier, au sens du travail. C'est vraiment sur le travail. On n'est pas dans un espace où on va avoir une parole descendante de la hiérarchie qui va expliquer les objectifs de l'entreprise, etc. On n'est pas non plus dans un espace où on va se plaindre, récriminer. On est dans un espace qui est institué par cet accord national interprofessionnel de réflexion sur le travail. Et cette réflexion, pourquoi est-ce qu'on suggère de se lancer là-dedans? Parce que cette réflexion est riche d'enseignement, est riche de nouvelles capacités en fait, dès lors que tout le monde est impliqué dans cette réflexion. Alors, comment faire?
il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je vais les lister rapidement, hein, et il y en a sûrement d'autres, donc n'hésitez pas si vous avez des idées par rapport à ça, à en rajouter un peu tous ceux qui suivent ce webinaire avec vous. Donc le premier auquel on pense, nous, parce que on s'est beaucoup inspiré de ça, ce sont les groupes d'analyse de pratique. Et les groupes d'analyse de pratique, c'est l'idée que quand on se réunit une fois par mois, à une dizaine, à une quinzaine autour d'une table, et qu'on prend une situation professionnelle qui est une situation professionnelle qui a été difficile, qui est emblématique du métier, et qu'on de décortiquer cette situation, et bien finalement tous les gens autour de la table qui participent à ce groupe vont comprendre mieux les ressorts, tout ce qui s'est joué durant cette situation, et cette discussion, donc c'est la discussion elle-même qui est source d'apprentissage pour tous et développement des compétences, en fait, du coup, de tous les membres qui participent à ce groupe d'analyse de pratique. L'évaluation des pratiques professionnelles, donc ça, c'est par exemple, là, on a décrit le DPC, le développement professionnel continu dans la santé, que beaucoup d'entre vous connaissent. L'obligation pour tout professionnel de santé, non seulement de faire d'assurer la formation continue sur sa pratique, mais également de prendre en compte l'évaluation de sa pratique. C'est-à-dire qu'on va lui demander à ce professionnel d'évaluer sa propre pratique, de définir comment il souhaite la faire évoluer, comment il va mesurer cette évolution. Et souvent, dans la partie dans l'évaluation des pratiques professionnelles, intervient la nécessité de partager cette évaluation avec ses pairs. C'est-à-dire c'est compliqué de s'évaluer soi-même tout seul, et c'est d'autant plus important de partager cette évaluation avec ses pairs, de façon à se mettre d'accord sur « ok, c'est peut-être ça qu'il faut faire », etc. Bon, les comités de retour d'expérience sont très très importants dans différents domaines, de façon à comprendre quand il y a eu des événements indésirables, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué. On a un exemple malheureusement là, récent sur un avion qui s'est crashé en Chine, mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Il va y avoir beaucoup d'études sur l'événement, beaucoup d'input de différents professionnels pour comprendre ce qui s'est passé. Et cette discussion est tout à fait fondamentale. Bon, on parle beaucoup, c'est assez à la mode sur les ateliers de co-développement. L'idée durant ces ateliers que pour faire évoluer une pratique, pour faire évoluer une organisation, ça peut être très très intéressant de réunir des professionnels sur un laps de temps, en général c'est plutôt assez court, où on va engager les professionnels à réfléchir tous ensemble sur un problème donné et chercher des solutions sur la supervision, le tutorat, le coaching. On est toujours un peu sur la même idée que finalement, tout seul c'est compliqué, et qu'on peut avoir besoin de discuter avec donc un tuteur, un coach, un superviseur. Donc ça, ce sont des modalités différentes, mais l'idée est toujours la personne à réfléchir sur ce qu'elle fait, comment elle a vécu telle ou telle situation de son métier, et qu'est-ce qu'elle recherche comme solution pour évoluer ou pour dépasser la difficulté qu'elle a rencontrée. On parle beaucoup de communautés de pratiques apprenantes. L'idée, en fait, que dans les entreprises, dans les organisations, il est probablement nécessaire, et de plus en plus compte tenu de l'accélération de l'évolution du monde, l'actualité nous montre bien, finalement, maintenant, au 23 mars, qu'un mois plus tôt, on était dans un monde complètement différent. Et donc, du coup, il faut qu'on soit capable, et là, c'est un exemple tragique de l'actualité, mais on a des milliers d'exemples dans le travail, dans les organisations, de changements brutaux, et du coup de la nécessité pour chacun de s'adapter très très vite, de montrer de la résilience par rapport à ces changements. Et il est tout à fait important, pour être capable de le faire, de prendre en compte très très rapidement les réflexions des uns et des autres. Donc les groupes de discussion sur le travail au niveau de la RSE, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais sur de discussion. Alors, quels sont les avantages de l'utilisation d'une application? Tous ces dispositifs que je vous ai montrés précédemment, en fait, sont des dispositifs en présentiel. La difficulté du présentiel, finalement, c'est que
au fond, on n'est jamais très, très nombreux. C'est-à-dire que si on prend un groupe d'analyse de pratique, je vous ai dit qu'il y avait 10 à 15 personnes, si on prend même des discussions informelles avec ses pairs, bah, on a un réseau qui est assez réduit, un réseau de collègues qui est une dizaine ou une quinzaine de personnes, et c'est avec eux qu'on réfléchit. Dans un monde qui est de plus en plus globalisé, avec des interactions qui viennent de n'importe où, d'où on ne les attendait pas, c'est probablement un enjeu d'être capable d'étendre beaucoup de ce cercle de pairs, si je puis dire, pour bénéficier des apports. Là, je répondais récemment à un appel d'offres, enfin un concours, et la question, c'est comment, dans l'industrie créative, on peut bénéficier d'outils digitaux, etc. Et je me disais, finalement, si on déploie une application qu'on a développée en France et qu'on va la déployer au Japon, comment s'approprier, par exemple, les habitudes culturelles, la façon dont les gens vont réagir, etc. C'est pas simplement donner de l'information, c'est aussi réfléchir avec les gens. Et du coup, là, l'application digitale, numérique, permet de dépasser ce stade-là, ce réseau très restreint qu'on a autour de soi, et du coup de développer les compétences de tous. L'autre enjeu des applications numériques, c'est de lever, d'une certaine manière, les contraintes de distance et de temps. Alors, ça a un coût, hein, clairement, tout ça, c'est-à-dire que l'énorme avantage du présentiel, quand on discute en face de quelqu'un, c'est que vous connaissez tous, enfin, la communication non verbale, ce qu'on va ressentir de ce que l'autre ressent. Alors tout ça, évidemment, aussi dans le numérique et dans le distanciel, mais il y a des avantages aussi, qui sont justement de permettre d'organiser cette réflexion en dehors des contraintes de temps. On n'est pas obligé de se réunir au même moment, au même instant, dans le cas d'une réunion Zoom, par exemple. On pourrait réfléchir de façon asynchrone, on n'est pas obligé d'être dans un même lieu. Donc l'autre enjeu aussi auquel peut répondre une application numérique, c'est tout ce qui est lié au sentiment d'appartenance, à l'attractivité, à la fidélisation. C'est-à-dire qu'on est loyal à un groupe auquel on appartient, un groupe de 10, 15, 20 personnes, l'étage dans lequel on travaille, mais dès lors qu'on a une organisation beaucoup plus importante, eh bien l'enjeu de l'appartenance, de la loyauté à l'organisation est un enjeu qu'il faut prendre en compte. Et la difficulté là, c'est que pour donner ce sentiment d'appartenance, il faut probablement imaginer comment engager les gens. Et je ne pense pas qu'en fait, on engage les gens en se contentant d'échanger de l'information. C'est-à-dire que le problème des forums ou des groupes de discussion, c'est que comme on va rarement échanger plus de 3-4 lignes, du coup, on ne réfléchit pas. On échange de l'information, mais on ne réfléchit pas. Et si on ne réfléchit pas, au sens de ce que l'on fait, au sens de ce que l'on donne, eh bien finalement, on n'est pas engagé. Donc, l'intérêt d'organiser la réflexion collective, c'est probablement aussi d'engager les gens. Et quand on est dans des situations difficiles, hein, de stress, de surcharge de travail, etc., l'enjeu de la fidélisation est un enjeu en fait, auquel il faut s'attaquer. L'autre intérêt du numérique et du distanciel, c'est de capitaliser sur les situations professionnelles, sur des savoirs d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées et qui correspondent au travail prescrit en quelque sorte, mais il y a le travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas respecter la prescription, hein, bien sûr, dans le cadre de la santé, par exemple, c'est tout à fait vital, mais il y a toute une partie du savoir qui est tout aussi fondamentale et qui n'est écrit et décrit nulle part. Et donc ce savoir-là, comment le partager si on le fait en se reposant uniquement sur le distanciel, on reste sur une échelle très réduite d'un groupe de 15, 20, 50 personnes. Si on veut partager à plus grande échelle le savoir de telle ou telle personne, de telle ou telle équipe, eh bien, le numérique est un dispositif qui peut aider à déployer le savoir. Et l'intérêt de décrire des situations professionnelles est qu'en décrivant une situation, en décrivant comment on s'est engagé sur telle ou telle situation, on permet de le faire relativement facilement et aisément. Et on thésaurise du coup ce qui a été décrit par la personne ou l'équipe qui a été impliquée dedans. Donc on va conserver les savoirs et du coup mieux comprendre ce qui s'est joué, mais cette fois-ci dans la réalité qu'on a vécue.
Par la suite, on va pouvoir utiliser les situations décrites et on peut très bien imaginer prendre telle ou telle situation et en discuter tous ensemble et réfléchir tous ensemble sur cette situation donnée et du coup échanger ces savoirs de cette façon-là. Donc c'est un peu peut-être les idées qu'on peut mettre en place dans des applications numériques. Pour Toutis, donc nous Toutis, on a développé une application. Je vais peut-être vous présenter juste un exemple rapidement, mais le principe de Toutis, sans aller beaucoup plus loin, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce qu'on a proposé comme approche pour engager la réflexion, c'est de dire aux gens, ben, finalement, vous n'allez pouvoir créer que des contenus qui sont normés tous de la même façon. Et du coup, on engage la personne dans la création de son contenu et il n'y a pas de digression. Le premier contenu, c'est ce qu'on a appelé l'expérience partagée. Le contributeur va décrire le contexte, le déroulement, les causes, les conséquences pour lui, pour les autres, les questionnements qu'il peut avoir et ses apprentissages d'une situation donnée. Il va pouvoir également poser une question à la communauté, mais ce n'est jamais une question générique, parce qu'on veut le plonger dans la pratique, dans la réflexion de son quotidien. Il va décrire un contexte et poser la question par rapport à ce contexte. Et le seul moyen de réagir, c'est de créer ce qu'on a appelé un si alors. Si il se passe ceci, alors voilà ce que tu peux faire. Et éventuellement lier aussi alors un lien vers une ressource interne. Peut-être, par exemple, une formation ou un tutorat écrit sur YouTube. Et c'est dans la création des si alors qu'on va retrouver les remarques, les conseils, les échanges de pratiques, c'est ce qui va permettre les échanges de pratiques. Donc pour vous situer Toutis, dans ce cadre-là, un Wikipédia, c'est-à-dire que comme Wikipédia, ce sont les contributeurs qui vont alimenter la plateforme, mais à la différence de Wikipédia, vous n'allez pas pouvoir modifier un contenu existant. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous souhaitez réagir, c'est de créer un si alors. Le deuxième parallèle qu'on peut faire, c'est un forum ou un groupe de discussion. Mais comme je vous l'ai dit, dans un forum ou un groupe de discussion, on écrit rarement plus de 3 ou 4 lignes et du coup, on ne réfléchit pas. On échange de l'information, mais on ne réfléchit pas. Quand vous décrivez une situation, vous êtes dans la réflexion. J'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas si j'ai dépassé de loin le temps ou si j'ai encore le temps de vous présenter Toutis. Rapidement, comment ça se passe? J'ai juste 2 écrans à vous présenter. Voilà. Donc ici c'est là, j'espère que vous voyez tous, c'est bon? Quand on se connecte sur Toutis, on arrive sur cet écran-là où il y a tous les contenus des groupes dans lesquels on appartient. Et vous voyez là, par exemple, il y a une question. Si vous mettiez en place un premier groupe Toutis dans votre structure, à qui serait-il destiné et pourquoi? Donc, c'est une question qui a été posée par Anaïs. Si je souhaite réagir par rapport à cette question, je vais cliquer sur la question, voir la question un peu plus en détail. La mise en place d'un premier groupe Toutis, comment je souhaite réagir, je clique ici. Et ici, vous allez voir que je suis dans la création d'un si alors. Donc ici, je ne vais pas vous écrire le si alors complet, mais en gros, je vais pouvoir le copier ici. Voilà, si je mettais en place, alors voilà ce que je ferais. Donc j'ai préparé à l'avance pour le copier rapidement. Je ne vais pas vous imposer tout le groupe, mais vous voyez ici que je suis dans la création d'un si alors, et c'est le seul moyen que j'ai d'interagir avec la plateforme. Et c'est de cette façon-là, en cadrant la réflexion, qu'on engage tout le temps les gens leur pratique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette démonstration. Je vais peut-être reprendre donc la présentation de Teams où j'en étais. Je ne sais pas s'il y a des questions, si j'ai dépassé mon temps. Je pense que je suis au bout du temps qui m'était imparti. En attendant éventuellement des questions, donc là, je vous ai montré comme aussi, n'hésitez pas à venir dans Toutis. Ce qu'on a essayé de faire, on ne l'a pas encore vraiment lancé, mais l'idée, c'est vous pouvez rentrer dans Toutis sans aucun engagement et vous êtes, dès lors que vous rentrez, que vous vous inscrivez sur la plateforme Toutis, vous êtes membre du groupe communauté Toutis, il n'y a pas d'engagement. C'est gratuit et du coup dans ce groupe, l'ambition qu'on a dans ce groupe, c'est de répondre éventuellement à vos questions que vous pouvez avoir sur l'utilisation de Toutis en elle-même, mais aussi pourquoi pas d'essayer de proposer ce groupe-là comme étant un groupe sur l'organisation apprenante. Donc si vous avez l'idée, ce serait qu'au travers de ce groupe, on puisse réfléchir et tous les gens qui sont inscrits à ce groupe puissent réfléchir aux enjeux de l'organisation apprenante et à ce qu'ils peuvent proposer s'ils sont membres de ce type
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si ça vous inspire, si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Et si on est au bout, donc on va pouvoir s'arrêter là, sauf s'il y a des questions particulières. Et par la suite, on va poser un replay, je pense, de la présentation, non, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y aura un replay qui sera envoyé par mail et qui sera communiqué sur nos réseaux sociaux. Il y aura également, il sera également disponible sur notre site internet. Ok, dans ce cas-là, si il n'y a pas de questions particulières à ce niveau-là, bon, on va peut-être lever le camp, si j'ose dire. On n'a pas encore choisi le prochain webinaire. Si vous avez des idées sur autour de la réflexion, des outils digitaux en support de la réflexion, sur les communautés de pratique, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera d'y réfléchir et de vous proposer quelque chose d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Voilà. Tout à fait. Ok, merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci à tous.